Salut les amis, c'est Ben de Gorg Factory, je suis de nouveau avec Mika. En même temps, coucou les gars. on a passé tout le week-end ensemble, je crois qu'on va plus se quitter. Pour notre Ludigork en visio, toujours en duplex de chez moi. Du coup, on va vous faire une petite présentation démo rapide parce que le jeu va très vite. Oui, de Blood Red Sky. C'est un jeu d'avion historique de chez Warlord Games basé sur la Seconde Guerre mondiale. Alors Blood Red Sky, donc jeu d'avion. Là on va vous faire une petite démo vite faite, bien fait quand même, hein, pas parce que c'est vite fait que c'est pas le fait. Avec deux avions allemands et deux avions britanniques. Donc la table de jeu standard c'est 90 cm de côté, 36 pouces. Si vous préférez, le jeu n'a pas besoin de mètres, n'a pas besoin de centimètres, ça se joue ni en pouces ni en centimètres, il se joue tout simplement avec une réglette, comme ceci, qui va vous indiquer les vitesses de mouvement des navires, des vaisseaux. Je vais prendre l'exemple du Spitfire, ici, donc là vous allez voir sa capacité de tir, sa manœuvre et sa vitesse. Ensuite son trait, qui va pouvoir lui permettre de faire certaines manœuvres supplémentaires ou certaines aptitudes. Derrière, c'est cool, vous avez une petite carte fluff, donc c'est en VO, là celle-là c'est en anglais. Vous avez l'explication en fait un petit peu historique du vaisseau, son année de fabrication ou en tout cas d'utilisation dans l'armée. Donc c'est plutôt sympa, et son coût en poids. Pour les activations, c'est un jeu qui va se jouer en dés de 6. Les dés de 6 vont être utilisés que pour les combats et pour les tirs, et pour la défense. Pour les mouvements, comme je vous disais, et savoir qui on va utiliser la réglette. Pour le tir, pareil, pas de mètre, on utilise une réglette de tir qui va nous donner la distance, savoir si on est à portée de tir ou pas. C'est la même pour tout le monde, il n'y a pas de jaloux. Le jeu prend d'une certaine façon aussi en considération les différentes hauteurs. C'est un jeu d'avion, donc on va jouer dans l'espace, dans les nuages. Donc quand je dis dans l'espace, c'est en 3 dimensions. Donc pour représenter ceci, c'est plutôt bien fait. On a des socles qui sont amovibles. Donc ça va permettre de donner un petit peu une indication de hauteur entre guillemets. C'est-à-dire que là l'avion il est neutre, là il va être avantagé, et quand il a le nez en avant il est désavantagé. Donc ça représente pas totalement la hauteur, mais voilà, un avion qui est avantagé va avoir l'avantage sur un avion qui est soit neutre, soit désavantagé. Donc ça représente d'une certaine manière un petit peu le fait qu'il soit au-dessus, parce que vous comprenez bien que quand un avion attaque par en haut en piqué, il va être beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace, et surtout l'autre surpris, donc beaucoup plus dangereux que celui qui est en dessous. Donc voilà, d'une certaine manière, ça représente cette position-là. Pour les activations, donc pas de lancer de dés, pas de jet d'initiative, ça se fait tout simplement par rapport aux petits pastilles qu'il y a sur les socles. Donc ça va permettre de donner la compétence de pilotage de notre pilote, parce que à Blood Red Sky, vous achetez vos vaisseaux, vos avions, je veux que ça soit des vaisseaux, hein, c'est terrible. Vous achetez vos vaisseaux, pareil, vous constituez votre flotte, vous mettez d'accord avec votre adversaire sur un coup en point, et vous constituez votre escadrille. Vous avez plein de vaisseaux, plein d'avions à disposition. Ça va du simple avion, du simple chasseur, au transport de troupes, aux bombardiers, légers, lourds, même des bimoteurs. Et vous avez aussi surtout des As. Les As, ça va être des avions qui vont avoir des pastilles noires comme ça. Donc c'est des pilotes de renom. C'est tout simplement des grands pilotes de l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui ont vraiment combattu. Je donne pour exemple Lydia Litvak, qui était une grande pilote de l'armée soviétique. Je la donne parce que je la connais, je la joue. Je ne connais pas les autres. Donc je vous donne un exemple que j'ai en main. Otto Keitel chez les Allemands. Voilà, Otto Keitel chez les Allemands. Mika joue allemand, donc il connaît forcément les as de son armée. Voilà, vous avez aussi le baron de Munchausen. Il existe ou pas? Non, il est pas là, c'est la Première Guerre mondiale. Voilà, merci, il y en a un qui suit. Donc c'était pas la bonne époque. Donc s'il y en a un qui voulait jouer le baron rouge, vous êtes trompé de jeu les gars, va falloir changer de jeu. Là on est sur la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de biplan. Il y a des bimoteurs par contre. Donc l'activation, comme je vous disais, elle va se faire par rapport aux capacités de pilotage. Donc là, c'est un niveau 4. Donc on a un 4 chez les Allemands, un 4 chez les Anglais. Il y a match nul. Comment on fait? C'est pas dur. On va prendre nos avions et on va comparer la vitesse. Donc ils ont tous les deux 7. Et ben on compare la vitesse réelle en miles. Donc là, il y en a un qui va à 350 miles à l'heure et l'autre qui va à 354 miles à l'heure. Donc c'est la vitesse réelle des avions. Donc du coup, c'est le plus rapide qui va prendre l'ascendant. Alors avant de faire ça, il y a quand même quelque chose qu'on doit préciser. Là, c'est dans le cadre où tous les avions sont sur le même niveau. C'est-à-dire que là, ils sont tous neutres.
La priorité des priorités pour sélectionner quel avion on active, ça va être sa position. Donc là, ils sont neutres. Donc là, on ira chercher la vitesse et comparer la vitesse pour savoir lequel va s'activer en premier. Sinon, on doit d'abord activer ceux qui sont en avantagé. Ils sont avantagés, donc ils s'activent en premier. Si vous avez 2 avions avantagés, et même principe, vous allez regarder les vitesses des avions et le plus rapide sera activé en premier. Après, on activera le suivant. Donc ça va être d'abord les avantagés, ensuite les avions neutres, et après les avions qui sont désavantagés qui s'activeront en dernier. Voilà. Donc là, ça va être le Spitfire qui va s'activer en premier. Alors, Qui a un mouvement de 7. c'est ça, je vais l'activer, allez. Qui a un mouvement de 7. Alors, pour le mouvement, on place la réglette comme ça, en ligne droite par rapport à la flèche. Et on peut se déplacer jusqu'à 7. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 7. On peut se mettre à moins. Par contre, on ne peut pas aller à moins que la moitié de sa vitesse arrondie au supérieur. Donc là, 7, ça fait 3,5, on arrondit à 4. Donc du coup, il a obligation de bouger minimum de 4. Ça reste cohérent, c'est des avions. Un avion qui avance pas, il se crache. C'est ça, Donc c'est pour ça que cette règle-là, je pense que l'éditeur l'a mise en place. Et voilà, c'est très bien qu'ils aient mis ce genre de règle parce que ça représente vraiment le fait que nos avions sont en mouvement en permanence. Donc voilà, il a fait son mouvement. Vous avez vu, il y a des petites encoches arrondies, c'est quand même très bien fait parce que ça permet vraiment de poser la réglette bien comme il faut sur le... Et puis d'être assez précis sur la manière où on le socle, et voilà, et d'être très précis sur le mouvement et l'orientation, parce que l'orientation est très très importante parce que vous voyez sur le socle, vous avez les petites barres et c'est l'orientation de ligne de vue, donc vous avez la face avant, les flancs et l'arrière. Et c'est vraiment à prendre en compte quand on va faire certaines actions, quand on va se faire tirer dessus ou quand on va tirer sur l'adversaire, forcément on va pas tirer sur les côtés, il faut qu'on le voit, il faut être sur la ligne de face. Donc juste petit aparté, Mika a fini son mouvement. À la fin d'un mouvement, un avion peut décider de faire un pivot. Donc vous placez ce petit compas, flèche contre flèche alignée, et ça vous permet du coup de faire ce pivot. Et après vous venez réaligner l'autre flèche dessus, et ça vous donne la nouvelle orientation. Donc vous pouvez la faire dans le sens que vous voulez. La seule obligation, c'est du coup d'aligner les flèches, et après de vous y conformer et de retrouver la nouvelle. Et ça donne la nouvelle orientation du vaisseau. L'avion. Donc là, on vous a montré comment les mécaniques de mouvement se déroulent. Maintenant, comment fonctionne une séquence de tir. Donc là, on est face à face. On peut se tirer dessus. On peut se tirer dessus. Mika s'est mis en position. Il va me tirer dessus. Donc comment tu fais? Alors, déjà, On vérifie dans mon si on est arc à de portée. tir, je vérifie si je suis à portée. Donc là, je ne peux tirer que sur celui-là de toute façon. Donc c'est sur celui-ci que je tirais. Pour un tir, c'est pas compliqué. On regarde la capacité de tir de l'avion. On va prendre la capacité de tir de l'avion. Comme je vous avais montré, le Spitfire, il a 1. Donc Mika va prendre un dé. Et Et- j'en scindé. Tu vas rajouter la capacité du pilote, qui est de 4. C'est ça, qui est de 4. Du coup, ça va lui faire un pool de 5 dés. Et chaque touche se fera sur du 6. Alors ça, c'est commun pour tous les avions. C'est pareil pour tout le monde, on est tous à la même enseigne. Il faut faire que des 6. C'est un jeu où il faut faire des 6. Donc si vous ne savez pas faire de 6, c'est pas un jeu pour vous. C'est ça. Ça paraît... ça fait bizarre. Moi, le premier, ça m'a fait drôle. Je dis, attends, on va jamais y arriver si vous faire que des 6 et tout. Mais en fait, vous allez vite vous rendre compte que vous allez avoir un certain pool de dés à balancer. Et ça reste assez létal quand même, parce que c'est assez punitif quand ça peut toucher. Il y a des combos à faire, des positionnements à prendre, qui font que quand vous allez toucher, vous allez coucher l'avion en face. Et on joue pas beaucoup d'avions, c'est un jeu d'escarmouche hein, clairement, donc ça va très vite quand même. Une partie standard, ça se fait, quand vous connaissez les règles, en 30-40 minutes, c'est plié. Ouais, Quoi. ça peut être plié. Donc voilà. Donc là, il va donc utiliser 5 dés de tir. Moi, je vais pouvoir répliquer parce que je suis de face et je le vois, il m'arrive dessus, donc je vais pouvoir faire de même. C'est ça. Là, je vais pas le faire, c'est pas le but de la manœuvre. Il va toucher du coup sur du 6. Il en fait 1, donc c'est les dés qui sont typés par rapport à sa faction, donc les Un Allemands. jeu là, c'est un 6, tu touches. 2 6, c'est un critique. Et au-delà, ça reste du critique. Voilà. Il y a les 6 supplémentaires servent à pas grand chose. Moi, du coup, maintenant, il va falloir que je défende. Je vais tenter d'esquiver le tir de mon adversaire. Alors, pour me défendre, c'est pas dur. Je vais prendre la capacité, comme je vous avais dit, d'esquive sur la carte. Alors ça, c'est la sienne, mais on a la même. Donc j'ai 3 en esquive, donc je vais prendre 3 dés. Et toujours pareil, je vais rajouter ma capacité de pilote, qui est de 3, donc ça va me faire un pool de 6 dés. Et pour me défendre, tout simplement, il a fait un 6, il va falloir que j'en fasse autant que lui. Si je fais un 6, j'ai réussi à esquiver le tir. Si j'en fais pas, et ben je me le prends en pleine tronche. J'en fais un, donc du coup, j'ai esquivé le tir.
et il a fini son activation de tir. Quelques petites règles en vrac et après avec Mika on va vous montrer exactement un tour et réellement comment ça se fait et comment une activation d'avion se fait de A à Z parce que là on a tiré un petit peu dans le désordre, c'était juste pour vous montrer un petit peu les mécaniques de base, donc le mouvement, le tir. Il n'y a pas de corps à corps, hein, bien sûr ici, on peut pas faire de combat rapproché. Des petits détails importants, les nuages, vous voyez qu'on a positionné des nuages sur la table. Un nuage est très appréciable dans ce jeu parce que, imaginez mon avion ici, il est désavantagé. Il suffit que je passe dans le nuage, quand je ressors du nuage, je repasse neutre. Si j'étais avantagé, je repasse neutre également. Quand on passe dans un nuage, en fait, on ressort automatiquement neutre. Et c'est une petite technique qui vous permet justement des fois de vous sortir dans des situations un peu périlleuses. Et dans un nuage, vous n'êtes pas visible, bien entendu. Je suis là, Michaela, je ne vois pas à travers le nuage, on est d'accord. Le nuage est trop opaque. Je suis là, je peux lui tirer dessus, mais parce que je sors du nuage. Donc les nuages sont très importants, c'est les seuls éléments de décor qu'on va pouvoir avoir. Logique encore une fois, hein, c'est de la bataille aérienne, donc les seuls décors qu'on a dans le ciel c'est des nuages. Et vous pouvez aussi ne pas en mettre, hein, c'est comme les jeux de bataille navale où vous pouvez jouer en pleine mer et du coup avoir 0 décor, ou alors avoir quelques rochers, quelques îlots quand vous jouez sur les côtes. Là, si on joue par beau temps en plein été, en plein mois d'août, ouais, enfin je dirais quand même que c'est quand même... Je conseille moi d'en mettre parce que le jeu perd de son intérêt sans nuage. Tout à fait. Après voilà, c'est entre les conditions réelles et l'intérêt du jeu. Faisable. Mais pour l'intérêt du jeu, ce que j'allais vous dire derrière, Mika m'a devancé, mais effectivement il a complètement raison. Mettez quelques nuages. Alors attention de ne pas en mettre de trop non plus, il faut trouver le bon ratio par rapport à la taille, à la surface de jeu que vous allez utiliser, le nombre d'avions, parce que tout simplement, si vous pouvez avoir les nuages comme ça, et que vous jouez un scénario qui est de traverser la table par exemple, mon avion il va faire ça, pof, il peut pas me voir, fin de mouvement je fais le pivot, mouvement d'après je viens là, pof, il me voit pas, je fais mon pivot, mouvement d'après, pof, je viens là, et après je sors de la table, j'ai gagné, il m'a pas vu de la partie. Donc c'est des choses à prendre en compte. Je vous parle en connaissance de cause, hein, Mikam contre Radiva, parce qu'on a eu le cas sur un scénario d'escorte de bombardiers soviétiques, avec mes soviétiques. Et en fait, on s'est rendu compte en jouant que les nuages, alors je pouvais pas faire les bons aussi facilement. Et puis bon, les bombardiers sont beaucoup plus gros. Hein. Mais j'ai pu faire 2-3 bons comme ça, la table était beaucoup plus grande, mais j'ai pu faire 2-3 bons et c'est vrai que ça change vachement la donne parce que quand vous passez au chaud dans un nuage, l'autre il peut rien faire. Mais on peut pas tirer dessus donc ça déséquilibre un petit peu la partie en fonction du scénario. Après voilà, ça dépend du scénario. Si c'est un scénario d'affrontement, ça va bénéficier aux deux. Donc en soi, il n'y a pas de déséquilibre. C'est plus, voilà, je le répète, si c'est un scénario d'escorte ou un scénario où il va falloir traverser la carte, souvent les scénarios d'escorte c'est ça. Il va falloir, vous allez avoir un escadrille de chasseurs qui va escarter un transport de troupes ou un bombardier, et vous devez faire sortir votre bombardier ou votre transport de la table au bord opposé. Sauf que voilà, si vous avez trop de nuages, et ben là pour le coup le défenseur qui jouera l'escorte va être avantagé par rapport à l'attaquant qui lui va devoir descendre le bombardier, le transport. Donc voilà, faites attention à ça, mais sinon à part ça, après ça se passe très bien. Donc, comment ça se passe un tour de jeu complet? Donc en fait, on va activer notre avion comme on vous disait par rapport à la capacité de pilotage, enfin à l'avantage, puis la capacité de pilotage. Donc Mika, il va nous expliquer un petit peu quand on active un avion, et on va le mettre en pratique. Je vais faire ta petite main si je vais le bouger, pour voilà, montrer les différentes étapes en fait comment se décompose le tour pour un avion. Alors, déjà, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on regarde qui est avantagé sur la table. Donc là, on a 2 avions avantagés, donc ça va être eux qui vont commencer à jouer. Ensuite, on regarde quelle valeur de pilotage ils ont. Celui qui a la plus haute valeur de pilotage va pouvoir commencer à s'activer en premier. Donc là, en l'occurrence, c'est le Spitfire qui est ici. Dans le tour de jeu, une fois qu'on a déterminé qui pouvait s'activer, dans le tour de jeu, on a le droit à un premier tir. Voilà, première action, première chose que vous pouvez faire, c'est tirer. Si on est à portée, on peut tirer dessus. Et dans l'arc de vision, vous pouvez tirer. Donc comme tout à l'heure, on est à portée, on peut se tirer dessus. Donc là, on va pas vous faire le tir parce que ça n'a aucun intérêt. Imaginons il est activé avant, il ne pourrait pas tirer, enfin une fois qu'il s'active, il n'a pas le droit de tirer dessus parce que lui il est en position neutre et lui il est avantagé. Tout à fait, il est sur un niveau d'avantage supérieur. Il est au-dessus, donc lui il est en dessous. Voilà, reprenez ma comparaison que je disais tout à l'heure avec le niveau d'altitude, il est plus bas. Donc il ne peut pas tirer sur l'avion qui est avantagé. C'est juste pour représenter ça en fait au niveau des avantages. C'est vrai qu'on l'avait pas dit. Voilà, donc petite précision. Voilà, donc là en théorie j'ai le droit de tirer dessus. Ça c'est la première action que j'ai le droit de faire dans mon tour. Ensuite, je vais choisir ce qu'ils appellent consumer, si je vais consumer mon avantage ou pas. C'est-à-dire dépenser un niveau d'avantage pour avoir accès à des capacités. Donc par exemple, là je vais
consumer mon avantage et ça me laisse le choix entre deux options. Soit effectuer une manœuvre, soit effectuer un plongeon. Donc la manœuvre, c'est très simple. À n'importe quel moment de son mouvement, on a le droit de faire un pivot de 180 degrés. Donc en fait, l'Amica, il va avancer, admettons, par là. Tiens, pour mettre en position, clairement, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de faire ça. C'est que le mettre comme ça, imaginons, il y a un avion allemand comme ça, il va faire son mouvement comme ça, et là, pof, il vient là. C'est quoi l'intérêt? C'est de se mettre derrière l'avion. Parce que à ce jeu-là, le fait de poursuivre un autre avion a le gros avantage, c'est de le mettre désavantagé automatiquement. Ça, c'est la règle de poursuite. En fait, vous le prenez en chasse typiquement. On le voit tous. Hein. Rappelez-vous Papa Boynton, dans les bonnes années. Vous prenez un avion en chasse. Si vous êtes devant, vous n'avez pas pour les tirer dessus. Si vous êtes sur le côté, il va pas falloir traîner parce qu'il va pas rester sur place, il file. Si vous êtes derrière, et ben vous le suivez. Et là, c'est pas bon pour celui qui est devant. Donc là, ça désavantage automatiquement l'autre, quel que soit son niveau d'avantage. Il va automatiquement piquer du nez. Et là, vous le prenez en chasse. Et là, ça sent le pâté. C'est ça. Il va se faire tirer dessus comme un furieux. Donc après, la deuxième option, on va les remettre en position. La deuxième option, c'est le plongeon. Le plongeon, c'est tout simple. On prend son mouvement et on y rajoute 6 pouces. Donc là, il passe en neutre. Il a un mouvement normalement de 7. De 7. Et je peux y rajouter 6 Il va faire pouces. son mouvement de 7 plus 6 pouces. Alors là, ça vous permet d'aller vraiment très très loin. Parce que vous voyez que 6 pouces, voilà. 6, 7 plus les 6 pouces, il va arriver vraiment très... Il a doublé son mouvement, quasiment. Donc voilà les deux options possibles avec le fait de consumer l'avantage. Donc à partir du moment où on a déterminé tout ça, on fait son mouvement. Voilà. Donc on va reprendre le petit exemple de tout à l'heure pour pouvoir continuer la phase du tour qui sera intéressante. Donc l'avion il pique du nez, toc, et là il est pris en chasse. Donc une fois que le mouvement est fait, on a le droit à ses actions de pilote. Dans les actions de pilote, on a 3 possibilités. Soit tirer une deuxième fois dans le tour, parce qu'effectivement à ce jeu-là, on peut avoir l'opportunité de tirer 2 fois dans le tour. Soit on peut choisir d'essayer de surpasser l'adversaire. Donc pour surpasser l'adversaire, c'est extrêmement simple. À partir du moment où il est à portée de tir, et dans l'angle de vue, et dans l'arc de vue, on peut lui faire perdre un niveau d'avantage. Donc typiquement, si c'était cet avion-là qui jouait, je tente de le surpasser. Bah, il y a juste un jet. Celui qui s'est surpassé fait un jet d'esquive pour voir s'il s'est surpassé. Voilà. Et s'il rate le jet d'esquive, c'est surpassé, donc il perd un niveau d'avantage. S'il réussit, il reste à son niveau d'avantage. C'est simplement. Et la troisième option possible, c'est de grimper. C'est de choisir de gagner un niveau d'avantage. Toc. Et de reprendre de l'avantage. Là, clairement, dans la configuration actuelle, ça sera du tir. Bah ouais, le gros intérêt, c'est de tirer dessus. Parce que pour abattre un avion, dans Blood Red Sky, le seul moyen d'abattre un avion, c'est qu'il soit désavantagé. Un avion qui est désavantagé, si vous le touchez et qu'il n'esquive pas, il est détruit. Si vous touchez un avion qui est en position neutre et qu'il n'esquive pas, il n'est pas détruit. Par contre, vous prenez un petit boom sheet qui s'appelle dans les règles. C'est un petit marqueur, en gros c'est un point de victoire. C'est ça, voilà, vous marquez un petit point de victoire. Tout simplement. Par contre, si vous détruisez l'avion, vous marquez un point de victoire parce que vous l'avez touché, et vous marquez un deuxième point de victoire parce que l'avion, cette fois, il est rectifié, là, il est dans le fond de l'eau. Donc, comme on vous disait, ça peut aller très très vite. Voilà, Mika, tu vas nous faire un beau jet de dés. Voilà, ouais, pour la route, on va faire pour la route, pour voir si c'est vrai ou pas. En stats, là, tu vas balancer du coup 3 dés, 1 dé d'attaque plus 4 ton niveau de pilotage. Donc, il en fait des pour moi, donc ça fait 5 dés. Il suffit qu'il fasse un critique. Donc, ça pique. Moi en défense, je vais avoir 3 plus 4, 7 dés. Moins 1 parce que c'est un petit que je t'ai fait. Et moins 1 dé parce que c'est le fait qu'il fasse un critique fait pas des dégâts en plus, c'est juste qu'en fait ça me donne un malus à mon jet de défense. Donc du coup j'ai moins 1 dé. Si je fais pas donc c'est sauvé. Donc là c'est sauvé. Imaginons, voilà, je ne faisais pas de 6, et bah l'avion est tout simplement enlevé. Et le Mika aurait marqué, enfin moi j'aurais marqué, parce que c'est les Britanniques, j'aurais marqué 2 points de victoire. Donc pour conclure avec cette petite vidéo de présentation, comme vous l'avez dit, hein, c'était assez rapide parce que le jeu est simple. Faut pas se leurrer, voilà, vous avez vu, là vous a expliqué grosso modo toutes les règles. Alors il y a quelques petites subtilités qu'on n'a pas précisées, mais vous avez aussi des cartes qui vous donnent des compétences de pilote ou des petites manœuvres à faire ou des petits coups fourrés à faire en plus. Voilà, un système de petites cartes événements, vous avez 2, 3, 4 cartes en fonction de votre faction, de ce que vous allez jouer, du théâtre d'opération, voilà. Il y a des petites choses qui s'y rajoutent, mais c'est pas des grosses révolutions par rapport à ce qu'on vous a montré. C'est des petits ajouts. Il y a aussi un ajout qui a été fait avec le supplément Airstrike qui est sorti en début d'année ou en fin d'année dernière.
où dedans vous allez retrouver des nouveaux scénarios, des nouvelles règles, notamment comme le mitraillage, des règles pour avec les bateaux, comme vous pouvez le voir ici, avec des bateaux cartonnés, parce que ça représente vraiment le bateau qu'on voit par en haut. Différents types de bateaux, donc vous avez plein de règles sur les bateaux en fonction de sa taille, si elles sont un cuirassier, une vedette, un croiseur, voilà, peu importe, qui vont être plus ou moins résistants, avec de l'armement défensif, de la DCA, bien entendu. Vous pouvez vous faire du coup des scénarios pour attaquer, essayer de couler un navire, de jouer la bataille navale. Avec vos avions. Omis de dire, il y a aussi les règles de bombardement. Oui, normal, on a des bombardiers, oui c'est vrai. Alors les règles de décor au sol, type bateau, il n'y a pas que les bateaux, il y a les trains, les convois, les défenses anti... Enfin, la DCA terrestre, voilà, la DCA terrestre, pardon. Donc voilà, là, parce que là on parle bateau parce qu'on est sur une map mer, vous jouez sur une map terre ordinaire, vous pouvez du coup placer vos blocos, vous pouvez très bien vous faire, si vous avez, il y a vraiment des maps adaptées au jeu, où c'est vraiment une ville en dessous, ou des champs que vous allez voir avec quelques usines, des bâtiments, des fermes, vraiment en 2D que vous allez voir de très haut du ciel. Donc c'est très très bien adapté pour le jeu, et ça peut représenter aussi du coup une usine. Tiens, votre objectif ça va être d'aller bombarder l'usine qu'il y a dans le coin de la carte, et vous allez être confronté à une escorte de chasseurs qui va vouloir empêcher forcément de protéger son usine, et l'usine va être défendue elle par de la DCA, par voilà. Ça peut être un train blindé, on peut imaginer un train blindé qui va évoluer sur la table, qui va traverser la table, qui va du coup bien sûr rouler, et à vous d'aller le mitrailler. Voilà, il y a quand même pas mal de petites possibilités, comme le navire là, on peut le faire. Moi on en avait fait un scénario d'escorte sur la chaîne déjà, où je devais bombarder le bateau. Le bateau était immobile. Après on peut aussi très bien imaginer que le bateau il part à un endroit, on donne une capacité de mouvement au bateau et on sait que tous les tours il bouge de X mouvements, et que le but ça va être de le détruire avant que le bateau il ait quitté la table. On peut faire la même chose avec un train. Voilà, enfin il y a vraiment des petites possibilités. Donc là, on a toutes les caractéristiques de ce genre d'engin qui peuvent aussi répliquer sur les avions d'ailleurs. Voilà, bien sûr, parce que si vous prenez un train en Seconde Guerre mondiale, pour rappel, les trains étaient souvent bien armés, donc ils se défendaient, ils n'étaient pas là juste pour transporter des vaches et puis du matos. Ils étaient souvent blindés de soldats pour les protéger, et il pouvait y avoir de la DCA ou des grosses mitrailleuses lourdes, enfin voilà, de l'armement dessus pour protéger le transport. Donc voilà, le supplément Airstrike vous donne tous ces petits outils là pour vous amuser. Vous pouvez créer, il vous apporte des scénarios. Et vous pouvez aussi créer les vôtres du coup grâce à toutes ces petites caractéristiques de train, de bateau, de base, d'usine, de tout ce que vous voulez, et faire vos trucs et vous faire plaisir. C'est quand même l'important, le plus important. Très intéressant ce livre aussi, c'est quand même que c'est le livre c'est les nouvelles règles erratées quoi. Voilà, il reprend toutes les anciennes règles, mais il y a tous les erratas dedans. Voilà, ça c'était un bon truc de Warlord, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir un supplément comme certains éditeurs font, ils vous sortent un supplément. Voilà, vous avez le bouquin de règles. Il y a des errata pour améliorer les règles ou éclaircir certains points de règles qui seront à part, souvent gratuites. Et après, vous avez un supplément de campagne X ou Y. Là, ils ont sorti un supplément de campagne, Warlord. Ils se sont dit, bah tiens, quitte à sortir un supplément, on va faire le bouquin un peu plus épais. On va refoutre les livres de règles dedans. Sauf qu'on va les rater. Enfin, ils ont inclus toutes les errata du coup de règles dedans. Donc là, vous avez la dernière version, qui sera la même version que le livre de règles ordinaire, avec les errata que vous pouvez télécharger sur le site de Warlord. Mais sauf que là, tout est sur papier. Donc c'est plutôt pas mal parce que du coup vous avez tout d'un bloc. Sur le bouquin vous avez tout quoi. Vous avez les règles mises à jour avec toute la partie campagne, Airstrike et tous les petits suppléments qui vont avec. Sur ce, greffier, rien à rajouter? Non, pour moi on est bon. C'est ton dernier mot Jean-Pierre? C'est ça. Bon bah allez, on vous laisse. Allez, à plus.